Bonjour, mon nom est Maureen Martineau. Je suis romancière, mais j'ai aussi travaillé une trentaine d'années au théâtre Parmi nous. Donc, ça me fait énormément plaisir aujourd'hui d'animer une table ronde sur les 100 ans de culture dans les Bois-Francs. Alors, cette table ronde-là, en fait, elle s'est tenue en marge d'une importante exposition organisée, elle, par le Comité des expositions sur le patrimoine de Victoriaville. Juste ici, d'ailleurs, à l'Hôtel des Postes cette année. Alors, à cette table ronde-là, on pourra entendre plusieurs invités, dont Patrice Daigneault, qui a été concepteur, il est d'ailleurs encore concepteur de son, d'éclairage, de décor, actif sur plusieurs scènes, dont Le Perce-Rêve. Il y aura aussi Madame Liette Forcier, qui a été très importante dans les artistes de la chanson dans les années 50. Et on aura le privilège d'entendre Madame Denise Boucher nous parler de ses premiers moments à la radio et comme écrivaine à Victoriaville. On entendra aussi Dominique Laquerre, qui est une artiste en art visuel, qui était là au tout premier moment du Grave. Et enfin, on pourrait aussi entendre Denis Lavigne dans les années 60 et 70, qui a été au cœur même de tout ce qui se faisait comme bar, discothèque, boîte à chansons, groupes musicaux dans la région des Bois-Francs. Et aussi Denis Leblanc, qui lui a été au cœur de l'effervescence théâtrale dans les années 80, puisqu'il était lui-même à la barre de la troupe à Wilfrid. Alors, sans plus attendre, rejoignons nos invités. Alors, on commence évidemment par vous, Madame Liette Forcier. Alors, je disais tantôt que, bon, la France a eu les compagnons de la chanson, mais nous autres ici, en plus, dans les Bois-Francs, on a eu les artistes de la chanson. Alors, je pense que c'était un ensemble de 12 personnes et dans cet ensemble-là, il y avait au moins 7 personnes qui étaient de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être dans le micro? Oui. On était 7, 5 garçons et 2 filles. OK. Et puis, vous, donc, vous avez participé à plusieurs spectacles. Vous donniez des spectacles assez... Oui, c'était plutôt régional. On est allé dans on a donné des spectacles dans tous les petits villages près d'ici. On est allé un peu plus loin aussi, mais on a commencé dans les villages ici. C'était quoi votre répertoire? C'était de la chanson populaire? Ou? C'était, oui, les chansons les compagnons de la chanson. On a beaucoup pigé dans les compagnons de la chanson. On a eu aussi des petites ballades. C'était des chansons de cette époque-là. Là. Okay. Et puis, il n'y avait pas autre chose. Là. C'était juste toujours la même chose. Tu sais, toujours le même refrain, oui. Mais quand même, c'était assez important. Vous étiez assez populaire. J'ai vu, je pense, dans justement le catalogue, on parle qu'en 52, vous avez donné à peu près 40 représentations. Oui. Vous aviez une grande popularité quand même. Oui, on était connus. On était connus à l'époque et puis on a chanté beaucoup, beaucoup, je me souviens. On est allé plus loin aussi. On a chanté au Château Frontenac. On a chanté... Les garçons ont chanté à la télévision. Nous autres, on n'est pas allés. Qui, nous autres, vous et votre sœur? Moi et ma sœur, on n'est pas allés parce que maman ne voulait pas. OK. Maman a dit, la télévision, c'est pas pour vous autres. On va laisser aller les garçons, mais vous autres... On a dit oui, on n'est pas allés. OK. C'est pas trop fâché, non? Non, pas du tout. OK, à cette époque-là, hein? On s'est repris. Parce qu'on est allé chanter au... comment il s'appelait? Au Casaloma. Ça, le Casaloma, c'est un Casanova. C'est Noma ou Nova? Loma. Loma. À Montréal, Casaloma. C'est à Montréal? Oui. Okay, oui, okay, c'était un club de nuit. C'était pas tout à fait comme à la télévision, là. Et puis... C'est un peu pire, non? Ma mère a pensé que c'était comme un sous-sol d'église ou une salle paroissiale. D'accord. On l'a laissé ses illusions. J'espère qu'elle ne nous entend pas aujourd'hui. Alors, ben c'est fameux. Donc, mais je pense que aussi, on parle des années 50, là. Oui. La télévision est arrivée, ça l'a un peu propulsé aussi votre popularité. Je pense que vous avez été invité à des émissions assez prestigieuses aussi. Oui, mon Dieu, c'était aux États-Unis. C'était, comment il s'appelait?
Le show... Ed- Ed Sullivan, Ed c'est ça. Sullivan Show. OK. Ah, je pense que c'est ça, Ed Sullivan. OK, le gros Et spectacle, le même spectacle. Oui, Ed on Sullivan devait qui avait aller- invité les Beatles puis les Rolling Stones, là, celui-là. C'est OK. ça, ouais. On devait y aller, mais finalement, on n'a pas pu parce qu'on ne pouvait pas organiser. On travaillait tous. Hein? On ne pouvait pas organiser nos... Et puis moi, j'ai jamais été une artiste, là, dans le fond, là. J'aimais chanter, on avait du plaisir, mais moi, je voulais pas plus que ça. Je pense qu'on était toute la famille comme ça. Tu sais. Mais On était vous pas- parliez de travail. Vous avez travaillé à la Centrale Belle, qui était à l'hôtel de ville de l'époque, Oui. là où il y avait le théâtre Victoria. Oui, oui. Donc, vous oui. avez connu aussi... Denise. Vous avez connu le théâtre Victoria aussi. Ah ben absolument. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous connaissez? Nous autres, moi, je travaillais à l'époque, c'était pas Belle Canada, c'était local. On appelait ça local. Et puis, il y avait le cinéma. Tu avais un break de 10 minutes, 15 minutes. On allait au cinéma, on en regardait un petit peu, on revenait, puis on disait... Hey, OK, quel pendant vos film. heures de travail. On se racontait tous les films, là, puis le lendemain, c'était un nouveau film, ça recommençait. On allait voir les films, là, 15 minutes. On continuait le lendemain. Puis finalement, bon, on apprenait tous les films. On n'a pas besoin d'y aller le soir. OK, c'est bon. Vous l'aviez vu par petits bouts. Et puis, est-ce que les artistes de la chanson se produisaient aussi au Théâtre Victoria? Est-ce que vous avez joué sur cette scène-là? On a joué au Théâtre Victoria avec Dick Allaire. C'est l'autre théâtre, pas celui de l'Hôtel de Ville. Là. OK, L'autre. quand ils ont rebâti, là? Ouais, quand ils ont bâti, c'était Dick Allaire, il nous avait enregistré. Il avait fait un petit disque comme ça, mais c'était pas comme un CD d'aujourd'hui, là. C'est solide. Lui, c'était un tout petit disque qui était mou. Puis quand on a joué, là, quand ils l'ont fait jouer, ça... Ça bougeait? Oh, madame! Et puis, ça faussait. En tout cas, il y avait tout dedans, là. OK, On n'a pas aimé ça. c'était pas de la super production. Mais il y avait Pas un vraiment. studio d'enregistrement, Monsieur Dallaire, là, Vic Ah, Allaire. oui, mais peut-être plus tard, mais à cette époque-là, OK, là, non, je OK, pense c'est pas. ça. Non. OK. Il y Bon. avait, c'était un petit enregistrement là, comme ça. Parce que ce théâtre Victoria-là, d'après ce que j'ai lu, il y a quand même beaucoup de grands musiciens ou de chanteurs qui venaient, Oh, oui, là, il y en comme a eu, Luis oui. Mariano, Tino Rossi. Est-ce que Oui. vous assistiez à ces spectacles-là? Non, Non, vous pouviez pas. Vous... non, ben, j'étais très occupée à aller chanter ailleurs. OK, c'est ça. Non, j'ai pas... nous autres, on allait au théâtre, dans le haut, là, parce qu'il y avait l'opéra et puis le classique. On allait voir les pièces classiques, puis on aimait ça. Mais là, c'était à l'ancien théâtre, là, tu sais. OK. Mais dans le nouveau, là, on n'est presque pas Vous allé. n'êtes pas allé. Puis Non. quand le Théâtre Laurier a ouvert là, dans les années 50 aussi, Oui. là, puis là, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens prestigieux qui sont allés là. C'est Fernandel, Georges Guettari, les Compagnons de la chanson, les pièces Là, on Ticoc. est allé. Ça, Ouais, est-ce que ouais. vous fréquentiez ce théâtre-là? Oui, oui. Et puis, quand ils ont fait l'ouverture de CFDA, c'est nous autres qui avions chanté. OK. Pour l'ouverture de CFDA. Ah, ben c'est bien. Avec Gaston Giroir, qui s'occupait de la CFDA. Je sais pas, il était annonceur. Et puis, c'est là on a commencé, là, après ça, là, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Je sais pas si ça devait être comme une publicité qu'on a faite, tu sais. Parce qu'après ça, les demandes... Mais à un bon moment donné, on a arrêté parce que là, il y en a qui ont commencé à se marier. Il y en a qui changeaient de job. Et puis, tu sais, Oui, vous étiez pris par la vie. C'était plus là. la même vie. Là, tu C'est sais. parce que je regardais ça, votre famille, c'est quand même toute une famille des Ah, ben gens oui, qui ont c'est- fait beaucoup dans les arts. Oui, beaucoup, votre sœur, beaucoup. elle faisait de la reliure. Oui, mais elle était connue pour ça, à Feuille d'Or. Oui, Dominique, elle faisait- elle a peut-être connu, elle a entendu connu. parler de ça aussi. Oui. Oui. Et puis même, vos frères avaient une imprimerie, là. Oui. Jean-Louis puis Germain, eux autres. Germain, Puis ouais. c'est à la base du journal La Nouvelle aussi, je crois. Ah, c'est eux autres qui l'ont parti, je pense. OK, le quand journal, même. La Nouvelle. Fait que vous avez été quand même Petit. marquant dans toute votre famille, un peu Oui, dans oui. ces années-là. Là. Moi.
Et puis, il y avait votre frère Julien aussi qui faisait du théâtre. Julien, oui, il a fait du théâtre. Et puis, il a travaillé... C'est lui qui a installé le théâtre français à Edmonton. OK. Et puis, il a travaillé longtemps là. Puis, quand il est revenu au Québec, bien, il faisait de la mise en scène. C'était dans le théâtre. Fait que c'est une histoire de famille après ça, oui, quand on voit vos fils qui sont tombés aussi dans... Quand on a ouvert le Perce-Rêve, ben c'est eux autres qui sont venus, Julien puis Sylvie. OK. On montait des pièces parce qu'eux autres avaient de l'expérience. Nous autres, on était on n'avait pas d'expérience à la mise en scène. Et puis, c'est eux autres qui nous ont montré. Puis après ça, ben là, Patrice a fait des mises en scène. Puis il y en a plusieurs qui sont venus... Puis il y a eu des troupes de théâtre aussi qui sont venues au Perce-Rêve. Fait que ça, on va y revenir au Perce-Rêve OK. quand on va tomber dans les années 80. Je vous réserve pour cette période-là. Là, on va aller voir peut-être un peu plus tard avec Denis Lavigne. Dans les années 60-70, il y a eu, il y avait vraiment une effervescence de groupes de musique, d'orchestres, de lieux aussi, de bars où il y avait des spectacles. Puis je sais que ta mère, Judith Lavigne, elle avait même une agence, Madame Robert Lavigne, agence. Oui, l'agence. Oui, oui, Madame Robert Lavigne, c'était le nom de son agence, mais c'est quand même une femme d'affaires importante. Je te laisse aller, je sais que... À cette époque-là, on prenait le nom du bonhomme. OK. Madame Robert Lavigne était Conte-nous donc un peu comment est-ce qu'elle est tombée là-dedans, puis qu'est-ce qu'elle a développé. Là, on parle des années 60, quand on parle des années des Beatles, tout commence en 61. Moi, je suis né en 61, fait que... J'ai vu toutes ces années-là, 60 jusqu'à 70, parce que je pense que le rétro, ça a duré vraiment une dizaine d'années, c'est tombé après à 70. Fait que toute cette période-là, ma mère m'amenait, bien sûr, à sa salle de danse avec moi, parce que elle venait de sauver une gardienne, peut-être, probablement. Mais tant mieux, parce que ça m'a permis de voir des groupes comme ma mère, elle avait une salle de danse qui était le roulis dansant, là, en arrière du Luxor. Fait que c'était une ancienne roulatec, fait que ça s'est appelé le roulis dansant. Fait qu'elle engageait des groupes connus comme qui étaient populaires, comme jeunesse d'aujourd'hui, un peu, là, avec un décor de jeunesse d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde, ça venait voir des groupes comme les Sainers, les Hoolops, puis parce qu'elle faisait affaire avec la grosse agence de Pierre Gravel, qui bouquait tous ces gros artistes-là qui étaient un petit peu plus connus, la télévision plus. Et ma mère quand elle a vu ça, probablement, qu'elle a participé à une agence d'orchestre parce qu'elle avait mon père jouait de la musique, mon frère joue de la musique. Moi, j'en viens de tout. On fait toute de la musique chez nous. Moi, je suis le dernier qui fait de la musique, mais il y en a d'autres après moi, là. Fait que c'est devenu une agence d'orchestre automatiquement. Les groupes qui venaient, tous les groupes locaux. Parce qu'à l'époque, pour avoir un party, ça prenait un band, hein? Fait que ça prenait des groupes de noces. Mais ma mère avait des bands de noces. Il y avait des groupes de Danville, d'Asbestos, d'un peu partout. Puis il appelait ma mère parce que ma mère, elle bouquait, puis ça marchait, puis il y avait des contrats. Tout le monde était habillé fancy, là. Comme les groupes, ils s'habillaient tous pareil à l'époque. Mon père avait tous les costumes. J'ai tout encore les costumes. Oui, elle avait un gros costumier, Madame Lavigne. Le théâtre Parmineau, on allait fouiller là-dedans, là. Oui, mais sauf mais j'avais même, moi, petit, j'avais la même chemise que mon père sur le stage. Même moi, j'avais la mienne, puis j'avais pas ta face. Puis, elle a engagé bien des groupes pendant tout le long là, du roulis dansant qui est devenu... Après ça, ça finit aussi au Centre-Joie, là, ça a déménagé, mais là, on parle du roulis dansant. Là, ce que j'ai vu, il y avait Bruce et les Sultans, mettons, qui étaient accompagnés des Gants Blancs à l'époque. Parce que Bruce n'était plus dans les Sultans, c'est devenu les Gants Blancs existaient. Les Gants Blancs, on sait tous que c'est devenu Offenbach après ça, là, parce qu'on parle de Jerry Boulet, il jouait de l'orgue. J'ai des photos, moi, j'ai plein de souvenirs. Ma mère, elle a encore... J'ai tous les noms des groupes, la liste de groupes de Pierre Gravel avec les noms et tout ça, les contrats officiels signés. Les groupes, mon père, il chargeait 85$ pour une soirée, le band au complet. 85$ à l'époque pour payer le band. Ça donne une idée. Ça, c'est jusqu'en 68, 69. J'ai pas vu 70. J'ai beaucoup de posters que j'ai vus, que jamais on voit le 70. On voit que ça finit vraiment vers 69, je dirais. Cette période-là. Fait que tous ces groupes-là qui étaient copiaient les groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, on appelait ça des groupes de danse. C'est ça que ma mère, qui faisait. Des groupes de danse, faisait. Et elle a marié tout le monde. Beaucoup de monde sont venus me voir quand j'étais plus jeune. Ils me disaient tout, parce qu'aujourd'hui, on me dit plus ça. Ton père m'a marié, c'est lui qui a joué à mes noces. OK.
Oui, j'avais... Moi, déjà, je faisais de la musique aussi, déjà. J'étais parti. Mais c'est pour ça qu'on a vu, dans la région ici, on a pu recevoir les groupes à la mode à l'époque à cause de et je savais même pas. J'ai oui. vu ça plus, là, parce que je fais des recherches plus depuis les 15 dernières années, puis tout ça, ça m'intrigue. Ma mère qui avait ça, elle fait venir, hein. Tel groupe, elle était hot, la mère, là, je me dis, là, tu sais. J'ai dit, waouh, j'ai dit, grâce à elle, ça doit avoir brossé un peu en ville, en tout cas. Ben, c'est ça, elle gagnait sa vie avec ça aussi. Puis, pas pire que ça, même elle mariait tout le monde, je disais tantôt, mais elle avait aussi un magasin. Fait qu'elle vendait du linge, elle vendait la robe de noces, l'habit, puis le groupe. Toute la kit. Fait qu'on avait du fun au party. L'économie intégrée. Hein? Je pense que c'est pour ça que la population de Victoriaville a vécu un boom. Hein? Fait que ceux qui sont en... Il y a toujours eu de la musique chez nous. Je descends dans la cave, chez nous, il y a toujours eu un drum. Ben, c'est une bonne entrée en matière, en tout cas, pour cette époque-là de danse. On va y revenir encore tantôt. Là, je vais aller du côté des arts visuels avec Dominique Lacaire. Puis, je veux souligner quelque chose d'assez particulier. On est encore dans une affaire de famille parce que plusieurs d'entre vous, les parents ont été très importants dans les carrières artistiques que vous avez prises après. Je vois vraiment un lien. Ben non, mais c'est vrai, ça me saute aux yeux maintenant. Là. En plus qu'on a 3 personnes dont les initiales commencent par D, L. Oui, en plus. Non, en tout cas, il y a de l'affinité ici. Donc, vas-y donc, Dominique, si tu peux nous parler d'où... En fait, l'histoire des Lacaire, ça commence avec le studio Saint-Jean. Mon père, qui était photographe, qui a commencé aux alentours de 1939 à faire de la photo. Et puis, il y avait un club de photo aussi, donc ils ont exposé plusieurs fois. Puis, lui, c'était un photographe artiste, mon père. Tu sais, il aurait voulu gagner sa vie comme artiste, mais il a fait des mariages. Lui, il prenait des photos aux noces. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, je me rappelle, les samedis, au studio Saint-Jean, il y avait toute une armée de ma tante Thérèse, ma tante Agathe, ma mère, mon père, qui développaient les photos pendant que la noce dînait à l'hôtel. OK. Et c'était tout du noir et blanc. Alors, il shootait la noce à 10 heures le matin. Mon père partait en courant, il développait les films dans sa chambre noire, puis il arrivait après dîner avec un album. Et là, il y avait des numéros, puis le monde, il commandait tout de suite à chaud. Fait que c'était pas mal plus rentable de faire des photos comme ça. Mais t'aurais dû voir rider, toi, la gang en arrière avec le gros séchoir à photos, etc. C'était l'usine. Mais c'est quand même là, avec le photographe, que le goût de l'art m'est arrivé. Mais c'est autant à cause de l'impulsion maternelle. Ma mère, qui s'appelle Jeanne Ali, qui était une petite fille de Drummondville, elle était libraire. Et elle avait été libraire au Centre catholique à Nicolet, et puis la librairie du Centre catholique. Et puis, sur le tard, parce que les femmes au-dessus de 35 ans, à l'époque, ils étaient considérées comme des bijoux non réclamés. Alors, mes parents se sont mariés, il y avait à peu près 40 ans, les deux, ce qui était très rare à l'époque. Et ma mère était une femme d'affaires. Elle avait son petit commerce. Elle a eu une librairie aussi sur la rue de la Gare à Victoriaville, juste à côté du café Alice. Et donc, elle me racontait que chez nous, quand j'étais petite, on avait des livres qui étaient à l'index, mais elle me racontait que ça, c'était défendu dans sa librairie. Il y avait plusieurs livres qu'on pouvait pas vendre, et puis elle les avait, elle les avait lus aussi, bien sûr, et moi je les lisais, je comprenais même pas ce que je lisais, j'avais peut-être 9 ans, tu sais. Mais pour dire que ce couple-là qui s'est formé un peu sur le tard a fait l'effervescence qui a eu lieu au studio Saint-Jean dans les années 60-70. C'est un petit magasin au sous-sol de la Bonbonnière. Et ma mère, elle, ne connaissant rien à la photographie, a dit, moi, je veux faire de quoi avec le magasin, là, parce que je sais pas vendre des Kodak. Et puis, alors, ils ont décidé de rentrer le matériel d'artiste. Puis, ils sont devenus un commerce de matériel d'art et d'artisanat qui était pratiquement le plus gros entre Montréal et Québec. Donc, il y avait beaucoup de gens qui allaient acheter du matériel d'art et du matériel d'artisanat au studio Saint-Jean, mais c'était aussi un endroit de rassemblement, parce que, tu sais,
sais, le bureau de poste autrefois, ou le garage, c'était des places où le monde allait jaser, mais je me souviens, moi, tout petite, d'avoir vu évoluer la société québécoise dans des coins du Studio Saint-Jean, dans des coins du magasin. Je me souviens, entre autres, des peintres, Yves Ricard, Gilbert Breton, Gaston Boisvert, qui se tenaient là, mais il y avait aussi des Gilles Morin, vétérinaire Morin, docteur Jutras, qui venait s'ostiner à propos de la politique, le RN, le PQ, l'avortement, le Yab pognait des fois, et c'était un témoignage de ce qui se passait dans l'époque au niveau, je dirais, intellectuel, si on veut, mais il faut jamais oublier que mes parents avaient pas plus qu'une 8e année, là, tu sais. Alors, c'est pas des intellectuels, mais c'est des gens qui aimaient l'art. Ils aimaient ça. Et ils aimaient la musique, ils aimaient... C'est ça qui t'a donné, comme quand toi, tu as commencé assez tôt aussi. Je veux dire, en fait, moi, le Studio Saint-Jean, c'était mon service de garde. Bon. Alors, après l'école, je m'en allais là. Mon service de garde, c'était, il y a plein de matériel d'art, fait que prends ce que tu veux là-dedans, puis laisse-nous tranquille. Alors, dans ce temps-là, tu peins, tu dessines, tu essayes tout. Et t'entends ces gens-là qui débattent de société, qui débattent de politique, qui parlent d'art. Il y a des livres avec des nus. Et puis, il y a... des trucs sur le surréalisme qui sont dans le magasin. Et donc, moi, j'étais très tôt éveillée à ces choses-là, tu comprends? Et il faut pas oublier que dans les années 60, l'emprise de la religion catholique est encore très, très présente, là. C'est pas pour rien que le Studio Saint-Jean, il s'appelle Studio Saint-Jean-Baptiste, là. Tu sais, c'était le saint patron des Québécois, puis il y avait toujours la religion qui était un peu mêlée à ça. Mais il y avait quelques petites fenêtres ici et là où il y avait de l'air pour respirer, tu sais, pour que la société respire, puis ça en était une, tu sais, parmi d'autres. Donc, moi, ça a été mon initiation, si on veut, de base à la découverte des arts. Puis ensuite, il s'est en suivi plein de projets, de réalisations qui ont fait que... Puis parmi ces réalisations-là, je sais que j'ai lu que tu avais commencé assez jeune, donc dans tes premières expositions, parce que là, je m'intéresse un peu aux lieux, tu sais, à quel lieu on pouvait voir de l'art exposé. Tu avais exposé à la Cave des artistes à Victo. Où est-ce que c'est ça? Certaines personnes qui connaissent, qui m'ont dit ça, la Cave des artistes, oui. Alors oui, c'était Normand Ferrier-Leclerc qui était, mon Dieu, à la... culture, à cette époque-là, c'était le Conseil régional de la culture, je pense. Okay. Plus tard, il a été là. Mais lui, c'était un promoteur des arts, puis il avait parti une petite galerie d'art qui était au sous-sol. On aimait bien gros les sous-sols, hein, le milieu des arts. Oui. Alors, le grave a été dans le sous-sol. Mais après ça, on a monté un peu haut avec la mezzanine de la Caisse populaire. Oui, moi, je dirais que la grande époque, c'était la mezzanine de la Caisse populaire. Parce que ça a commencé quand même en 64. Oui, puis c'est beaucoup l'impulsion de M. André René, qui a été gérant de la Caisse populaire, qui est le père de Jean René, qui est un grand musicien, puis qu'on voit au FIMAV régulièrement. Encore là, une autre histoire de famille, parce que c'est des gens qui aiment les arts. Monsieur René, lui, il a tout le temps soutenu la culture, les arts visuels, la photographie dans la mezzanine de la Caisse populaire. Puis quand il y avait des vernissages, là, c'était pas n'importe quoi, là. Tu sais, les étoiles de fourrure, puis le livre d'art avec les enluminures, puis la foule. Il y avait des gens aussi qui achetaient des œuvres d'art. À la mezzanine? Là? Oui, mais à cette époque-là, c'est drôle à dire, mais les docteurs, les notaires, les avocats, ils venaient dans les vernissages, OK? Ils venaient puis ils achetaient des œuvres. Là, on les voit moins. On les voit plus. OK. Plus du tout. Bon, on va y revenir au lieu d'exposition d'art. Je voudrais tomber un peu dans le théâtre aussi. Là, on va en reparler, on va en entendre parler avec Denise Boucher tantôt, mais dans les années 80, autant on dit que les années, en tout cas, 60-70, ont été des années très, très effervescentes au niveau de la musique, de la danse, des orchestres.
Je pense que, en tout cas, dans la région ici, les années 80 ont vécu un bouillonnement au niveau des troupes de théâtre, de l'activité théâtrale. Puis, je vais laisser la parole à Denis Leblanc, qui a été quand même à la barre de la troupe à Wilfrid, mais je pense que tu as vu passer, tu étais au cœur, puis Patrice aussi, tu peux enchaîner après, parce qu'on va arriver au perce-rêve avec ça, là, vous me voyez venir. Mais je vais laisser Denis commencer. Oui, ben les années 80, ça a été vraiment très, très effervescent, je dirais, l'âge d'or du théâtre. Il y a eu, à un moment donné, jusqu'à 10 troupes de théâtre à Victoriaville. Théâtre à mi-temps, l'Escabeau, le Perce-Rêve, l'Ancre Mauve. Il y avait une troupe au fer à cheval avec, en montant sur Saint-Paul, là, parmi nous, le Sans-Nom, le Collège Claretin. Grand Chêne est arrivé, nous, à troupe à Wilfrid. Puis vers la fin, il y a même eu il y avait la chèvrerie qui était aussi là, puis le Capla qui est arrivé sur la fin. Les autres sont encore là, nous on est tous partis. Ils sont toujours là. Et je te dirais, la troupe, elle est née vraiment au début des années 80. On était une gang de chums qui ne savaient pas quoi faire pendant un été. On a dit, tiens, on va monter une pièce de théâtre. Il y avait les Farley dans la gang. Laurence, qui était directrice du musée, a dit, ben, voulez-vous jouer en arrière dans le jardin? Ben, bien sûr. Fait qu'on a monté les jardins de la Maison-Blanche. Comme ça. Puis là, ben, il est venu 700 personnes aux 2 représentations, une espèce d'effervescence. Wow, c'est le fun. Ça vous tente-tu de créer un théâtre d'été l'été prochain? Bien sûr. Et il est arrivé. Fait que là, en l'espace d'un an, il y a eu une collaboration. Je vous dirais que c'était facile à cette époque-là. Tu sais, comme on s'est dit, les jeunes, voulez-vous monter un théâtre? Oui. Donc, on s'est monté un autogéré. L'équipe du musée avait trouvé une structure qui avait passé au feu. Elle avait décapé, peinturé. On travaillait fort, mais c'était le cégep. Nous avons emprunté le système de son, le système d'éclairage du cégep. Il n'y avait pas de frais ou à peu près pas. Ce qui fait qu'il y avait comme une... On travaillait, comme je disais, on travaillait tous fort, mais c'était comme c'était facilitant. Les gens voulaient que ça fonctionne. Fait que là, parti de là, puis ça a duré une grosse dizaine d'années, une trentaine de productions, théâtre pour enfants, ligue d'improvisation. Dominique a été notre première juge. Arbitre. Notre première arbitre. Arbitre à la ligue d'impro. Je me souviens toujours de son... Elle écrivait les thèmes, puis elle avait écrit le cruciverbis. On était deux équipes qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Elle nous l'avait mis sur le nez. Patrice était coach de l'équipe des Verts ou des Bleus, je ne sais plus trop. Oui, capitaine. Mais si on revient, la troupe à Wilfrid, ça a été quand même, corrige-moi, comme un berceau quand même pour beaucoup de jeunes artistes qui font carrière aujourd'hui. Et vous invitiez beaucoup aussi des textes contemporains aussi. Oui, ben on a fait les dernières années, on était dans la création. On engageait des auteurs, puis on créait nos propres spectacles. Puis Pierre-Yves Lemieux qui nous a écrit 2-3 productions. Après ça, Daniel Jean de Québec nous en a écrit aussi. Nos principaux metteurs en scène ont été Jean-Marc Roy, malheureusement qui nous a quittés, et puis Serge Denoncourt. Puis la toute première production, Les Bonheurs d'Henri, puis Bernadette et Juliette, c'était Julien puis Sylvie qui avaient fait la mise en scène au musée. Je me souviens. Fait que ça, c'était vraiment la première été. Après ça, Jean-Marc Roy est arrivé, il en a fait sur plusieurs années. Puis après ça, c'est joint Serge Denoncourt. Puis là, on était comme... c'était tout du monde à leur départ. Il y avait Guy Jodoin qui a commencé chez nous, Mélanie Ménard, Serge Boucher qui a joué chez nous maintenant, qui est reconnu, Denis Houle qui a fait maintenant c'est un immortel au Gémeaux, à cause de son personnage de Crackput dans Toc Toc. Ça fait que Marie-Louise Nadeau qui était masque du meilleur auteur. Ça fait que ça a vraiment été... une effervescence chez nous à l'interne aussi, parce que là, on disait, un succès, ça marche, on va en faire un autre, etc. Mais ça nous connu, mais il y avait aussi Martin Daigneault, Daniel Nolette, Louise Proulx, Brigitte Charpentier, André Morin, qui jouait aussi chez vous, Perce-Rêve, Pierre Plourde. Ça fait que ça a été vraiment des années très, très marquantes. Puis tout le monde travaillait à la fois sur des productions estivales. Nos théâtres d'été nous faisaient faire assez de sous pour qu'on puisse vivre en hiver. C'était comme notre sous.
C'était notre subventionneur des Comme productions l'agriculture, hivernales. ça. Ouais, Oui, c'est ça. Mais on faisait quand même, pendant une époque, jusqu'à 3 productions adultes en hiver, 2 productions enfants, la Ligue d'impro à tous les dimanches. Ça roulait par là. Puis on a aussi monté une équipe je vous dirais, de régisseurs techniciens qui ont travaillé toute leur vie. Je pense à Yvon Barry, qui était à l'Espace Go, au TNM, chez Denis Pelletier, Stéphane Pépin, qui actuellement est au Grand Ballet canadien, mais était au TNM, au Théâtre Ubu, chez Pelletier. André Huard, on l'appelle Constable, il était longtemps, je pense 25 ans au Vieux Clocher, puis là, il est au Carré 150. Jean Grondin, bien connu avec André Morin à Sherbrooke, à Salle-Maurice au Brédé, Pierre Gagné à Salle Albert Rousseau, Denise Denis qui est connu dans le milieu de la scénographie, accessoires, costumes. Fait que, à peu près tous ceux qui ont touché à la régie chez nous ou à la technique, ben ils travaillent tous. C'est à peu près ça, c'est comme une... Vous auriez dû vous faire financer par Emploi Québec, là. Ouais. Grosse subvention. Non, mais c'est vrai, c'est une belle pépinière de voir ça, en tout cas, d'analyser ça aujourd'hui. Là, c'est vraiment intéressant. Puis justement, il y a d'avoir des lieux de diffusion. À l'époque, on n'avait pas le centre culturel, on n'avait pas nécessairement beaucoup de salles, mais ça a été majeur, le Perce-Rêve. Là, je me tourne vers toi, Patrice. Peut-être accrocher là-dessus pour dire que ces productions-là, vous les avez... produite chez le Perce-Rêve, qui était dans le fond une ancienne école. Bien, c'est ça. C'était une ancienne école et c'est en quelque part resté une école au niveau du théâtre. Écoutez, Denis, tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, le maillage qu'il y a entre tous les gens de la culture. On ne le réalise pas quand on fait ce travail-là. On est sur un projet, on est concentré, puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit quelques années plus tard que telle personne a travaillé, Dominique a fait des affiches, j'ai fait une mise en scène chez vous. La plupart des comédiens alternaient entre les 2 compagnies. Tu as travaillé à la Clairière Art et Nature. Aussi, c'est ça. Je n'avais pas remarqué que c'était un tissu aussi solide, la culture ici. On le voit avec du recul là aujourd'hui. Et le Perce-Rêve a été un bon vecteur dans tout ça aussi. C'est un projet qui est né à Montréal. À ce moment-là, oui, je travaillais avec Julien au Parc olympique. On s'occupait des activités culturelles. Julien, ça, c'est le... Julien Forcier. OK, un des Forciers. OK, c'est ça. Ton oncle. Oui. Voilà. C'est ça. Et il y avait Sylvie Nicolas aussi qui était là, qui travaillait déjà en théâtre. Puis, on se disait tout le temps que travailler dans une grosse structure comme où on était, l'art était seulement là pour générer des foules, des statistiques, pour aller chercher les subventions, etc. Et on voulait faire quelque chose qui soit plus créatif, en quelque part, où on soit plus libre de faire ce qu'on veut. Donc, on a décidé d'amener le projet, puis on s'est promené en région ici. Là. Il n'y a pas un village qu'on n'a pas visité. Et en fin de compte, on est tombé en amour avec cette petite maison-là qui était transformable. Et c'est ça, c'était tout petit, le Perce-Rêve, je sais pas. Pour ceux qui sont venus, il y avait 70 places, bien serrées. Puis de temps en temps, il y avait des chats qui se promenaient parce qu'on était en campagne. Puis, juste des chats, là, pas de... Non, il y avait des chats qui rentraient par les portes parce que des fois, il faisait chaud là-dedans. Ça fait que donc, on ouvrait les portes, puis là, il y avait un petit chat qui venait se promener, puis tout ça. Mais c'est ça, il y a un paquet de comédiens et aussi de techniciens qui ont passé... la technique était vraiment primaire. Au tout début, on n'avait pas d'éclairage, fait que j'avais acheté du tuyau de poêle, j'avais fabriqué des spots avec ça, j'avais installé ça pour qu'on ait un peu de lumière sur scène, puis avec le temps, ça évoluait. Avec les productions, on rentrait un petit peu d'argent. Il y a eu une période qui était très, très active où on avait toujours une pièce qui était en lecture, une pièce qui était en préparation et une pièce qui était en diffusion. C'est-à-dire que le soir, on présentait le spectacle, après ça, on enlevait toutes les chaises, on mettait ça sur la scène. Le lendemain, on travaillait la prochaine production et on alternait, des fois, c'était des lectures pour l'autre show d'après. Il y a la troupe La Mitaine à mi-temps aussi qui s'est produite. Oui, il y a plusieurs troupes qui sont venues présenter leur spectacle. Puis on sait que La Mitaine était pas mal originale dans leur façon de faire du théâtre. On en a profité, on a beaucoup appris aussi. Parce qu'il y a Claude Poisson qui est venu travailler avec nous autres, Normand Canac-Marquis. Puis, à voir travailler ces gens-là, ben, c'est de la bonne école aussi. Parce qu'il y avait la troupe à Wilfrid, évidemment, qui s'est produite là. Puis, j'ai lu aussi la troupe, je les connaissais moins, eux autres, Réverbère, ou qui est devenu l'Escabeau, avec Francine Cloutier. Oui, c'est ça. Fait que vous étiez rassembleurs un peu
on parle de tout ce mouvement-là, théâtre, mais ça se rencontrait beaucoup chez vous, là, au niveau théâtral. Là. Ah ben oui, ben c'est ça. Puis on sait que le théâtre, c'est des saisons. Hein? Puis à chaque pièce, c'est une aventure. Parce que c'est que tu as un début et une fin. Donc, il faut toujours être en mouvement pour créer quelque chose de nouveau, tout ça. Et quand ça tombait plus tranquille, il y avait des saisons où c'était plus tranquille, à ce moment-là, on avait des artistes de la chanson qui venaient chez nous. Richard Séguin, Jim Corcoran, tout ça. J'avais des ententes, je faisais de la sonorisation aussi avec eux autres un peu partout au Québec à ce moment-là. Donc, ils venaient chez nous, pas de contrat. Il venait présenter le spectacle, je prenais ce qu'il y avait dans la caisse. Mme Lavigne n'était pas là. Mme Lavigne n'était pas là pour contrôler ça. C'est de valeur, elle a retrouvé une belle occasion. Mais d'ailleurs, tous les groupes de l'époque qu'on avait la chance de voir un peu partout, ça nous a donné la piqûre de faire de la musique aussi. Okay. Mais continuons donc. Est-ce qu'on pourrait dire que, parce que ça, c'est quand même dans les années 80, donc que peut-être que quand il y avait des... Moi, je me rappelle, Claude Gauthier, il est allé, j'avais vu ce spectacle-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était comme... le Perce Rêve était comme la dernière des boîtes à chansons on le sentait comme ça, oui. Ouais, c'est ça? Oui, dans la forme boîte à chansons, j'en ai pas vu d'autres. Parce que, c'est ça, il y a des spectacles qui ont été présentés dans des bars. Il y a bien sûr les spectacles en salle ou en festival, puis tout ça. Mais cette ambiance-là... Oui, boîte à chansons. C'est ça, d'être sur la scène, sur un banc, avec un micro devant le monde. Des fois, il a enlevé le micro parce que c'était tellement petit qu'il pouvait chanter directement avec la guitare. Ouais. Donc, il y avait des beaux lieux de rassemblement. Ah ben oui. Je vais poursuivre avec, parce qu'on n'a pas personne non plus du cinéma. On aurait aimé inviter Michel Gagnon, dont on n'a pas retrouvé la trace. Mais je voudrais juste qu'on ait un petit échange là-dessus au niveau du cinéma aussi, qui nous a beaucoup rassemblés dans des salles. Entre autres, il y a eu évidemment du cinéma au Cinéma Laurier, mais il y en a eu beaucoup aussi. Je vais parler peut-être plus du Ciné Plus, qui a quand même duré pendant 30 ans, qui était aussi un lieu de rassemblement. Je ne sais pas si autant de couples qui se sont formés là, mais je veux dire, il y a quand même... C'est intéressant comme expérience, comme ouverture sur le monde, avec justement ceux qui tenaient ça, là, Michel Gagnon puis Véronique Godard. Est-ce que je vais poser la question à tout le monde, est-ce que vous avez vécu des expériences marquantes, tu sais, le fait d'avoir vu un film ou certains films, qu'est-ce que ça vous a fait, là, les gens qui ont j'imagine que vous êtes allés au Ciné Plus assez souvent, oui? Pendant une certaine période, j'étais responsable des équipements techniques au cégep à Victoriaville et le nombre de fois que j'ai été réparer le système de son ou les projecteurs pour Michel, il y avait toujours quelque chose qui brisait là-bas. Ça fait que c'était toujours un risque. Il me racontait qu'il avait passé un film au complet à tenir un fil comme ça pour pas que ça... puis à trouver une façon de changer les bobines en tenant son fil. Puis ça, c'était des équipements qui étaient désuets. Mais Michel, il avait la passion du cinéma. Lui, c'est ça, il connaissait vraiment beaucoup le cinéma. Et pour lui, c'était un dur combat de réussir à faire du cinéma là-dedans parce que les équipements ne répondaient pas aux critères. Mais il a tenu quand même la barre de ça pendant plusieurs années. Ans. Y a-t-il des films qui vous ont marqué en particulier? Ou Je te dirais que pour moi, le Ciné Plus, ça a été une ouverture d'esprit pour ben du monde. C'était plein, il y avait tout le temps beaucoup de gens. Et c'est là qu'on a découvert les cinéastes de la Nouvelle Vague. C'est là qu'on a découvert 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis le Monty Python. Tout le cinéma qui n'était pas le cinéma que tu voyais dans les salles, dans les gros théâtres, là, tu sais. Et c'était du cinéma... Aujourd'hui, on appelle ça du cinéma d'auteur. Puis aujourd'hui, ben c'est pas plus diffusé que ça l'était. Les blockbusters sont encore dans les gros cinémas, puis il faut aller voir ces films-là dans des ciné-clubs encore aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être un peu sur Netflix, là, ceux qui ont la chance d'avoir la haute vitesse. Nous autres, on est à la veille de l'avoir, là. Ça en vient. Puis c'était la routine aussi. En tout cas, nous, à l'interne, c'était ça, mais à l'externe, c'était la routine. On allait au ciné-club, au ciné-collège, puis après ça, au parallèle. Tu sais, c'était comme le vendredi soir ou le samedi soir, c'était ça. On allait prendre une bière après que ça commençait vers 11h. On se posait... C'était rentré dans la routine, on ne se posait pas de questions. Le vendredi ou le samedi, c'était ça. Mais il y avait donc une espèce de pattern de sortie où tout un groupe, toute une génération
faisaient une activité culturelle ensemble le samedi soir. Là, c'est ça qu'on retrouve peut-être plus aujourd'hui. Mais c'est un répertoire très riche. Il y avait des films d'Arabal, de Fellini. C'était quand même très audacieux comme filmographie. À l'époque, on n'avait pas accès à ce non, type de on n'avait pas Netflix, on n'avait pas voir un Jodorowsky à la TV ou quelque chose comme ça. Tu ne pouvais pas l'importer comme on peut faire maintenant. Donc, on serait passé à côté de ça si on n'avait pas eu le Ciné Plus. Là, on va continuer, mais on va retourner un petit peu dans les années 50 pour vous dire qu'on va aller entendre ce que Denise Boucher a à nous dire. On habitait à l'hôtel de ville de Victoriaville, dans une espèce de petit château de 4 étages, en belles briques rouges, du style anglais, victorien. Et au rez-de-chaussée, au sous-sol, il y avait un magasin de disques, un studio d'enregistrement. De l'autre côté, il y avait le terminus d'autobus. On entendait toujours départ pour Princeville, Plessisville, Laurierville, Lister, Dosquet, Saint-Étienne, Québec. À notre étage, à l'étage au-dessus, avant, au niveau du sol, il y avait le samedi les grands marchés où les cultivateurs arrivaient avec des chevaux. Et mon frère Georges-Étienne descendait travailler avec eux et apprendre à marchander des carottes, des choux, C'est un lieu d'apprentissage de tous les apprentissages. Commercial, social, politique, parce que au premier étage, j'avais le bureau de mon père et il y avait les avocats de la ville, les greffiers, les bureaux de l'administration de la ville, de Victoriaville. Et à mon étage, il y avait les balcons du cinéma et le téléphone Bell. On entrait chez Bell, il y avait les téléphonistes qui transmettaient des appels, on entendait Paris, Moscou, Londres. C'est comme on vivait dans un nid où on avait des nouvelles du monde entier, de partout. Et au dernier étage, c'était la salle du conseil qui était immense, que dirigeait Dick Heller, qui était un musicien et un meneur d'orchestre et directeur du cinéma. Un jour, avec Lucien Develuy, qui jouait du piano en haut, ils avaient pris le piano, ils avaient frappé à la porte, ils étaient entrés chez nous, puis ils avaient dit à ma mère qui chantait toujours, « Allez, Justine, chante avec nous. » Et ils chantaient. C'était une société très métissée. On avait accès à tous les arts. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait quelque chose d'impossible. Ça a peut-être fait de nous des enfants un peu arrogants. Mais on n'était pas... Pour nous, c'était normal de parler au maire, de parler au juge, de voir un homme en prison à qui on allait porter le dîner. C'était une société métissée. Il y avait l'école, le couvent, les sœurs. Moi, j'ai beaucoup aimé les sœurs, le couvent, l'école. Mes frères allaient chez... Les garçons avaient leurs écoles, les filles leurs écoles. Et on ne s'ennuyait pas parce que c'était des femmes qui nous préparaient, les religieuses, qui nous préparaient à
à nous instruire, à essayer de nous faire comprendre ce qui se passait. Et chaque école devait avoir une bibliothèque. Et la sœur supérieure ne savait pas quel livre acheter. Mais comme elle me voyait toujours avec un livre, elle a pensé que peut-être je connaissais ça. Elle m'a fait confiance. C'est assez extraordinaire parce que à 12 ans, avoir un budget de 100 $ pour acheter des livres, tout était possible. Et il y avait dans la presse, nous recevions la presse, et dans la presse, il y avait une annonce, une publicité d'une librairie qui faisait faillite à Montréal. Et il y avait des titres de livres réduits à 25 sous. Et j'avais choisi des livres, j'avais apporté la liste au couvent. On a acheté ça de cette faillite, puis on a monté une bonne bibliothèque. À l'école, on avait des professeurs de diction. On faisait du théâtre. Et quand on est sorti de l'école, du couvent, du collège, moi, je voulais continuer. J'avais choisi, entre toutes choses, de faire de la poésie et du théâtre. Mon choix était fait depuis l'âge de 7 ans. Et c'est ça que je voulais faire. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'avais vu une annonce dans le journal où s'annonçait le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Et j'avais demandé à quelqu'un si je pouvais découper la page du journal, et qui m'a dit, eh bien, pourquoi aller à Québec? On va faire venir un professeur à Victoriaville. Et alors, on a monté une douzaine de personnes. On a eu un prof qui venait du conservatoire, qui nous enseignait les bases du théâtre plus contemporain que ce qu'on faisait au couvent. Et on a monté une troupe. C'était intéressant parce que de cette troupe, quand on s'est quitté vers la fin des années 50, on s'est quitté parce qu'il y en a un qui est parti à Montréal, qui est entré à Radio-Canada, qui est devenu réalisateur. Thérèse Patry est partie, est entrée à Radio-Canada, et c'est elle qui a créé l'émission Découverte qui dure encore. On voulait toujours entreprendre. On tient ça de la ville, du fait qu'une ville neuve qui se construit et qui a toutes les opportunités. Quand on les a pas, on les fait. Si la pièce Les Filles ont soif a eu une si grande réception, c'est que j'avais pensé chercher pourquoi les femmes de la génération de ma mère avaient tellement pleuré. Et de qu'est-ce qu'elles pleuraient? Et pourquoi elles aimaient autant les religieuses aussi? Parler de la Sainte Vierge en pleurant. Je me disais, pourquoi elles pleurent? Et à force de penser à trouver, à chercher une réponse, j'ai découvert que c'est parce qu'on avait un modèle qu'on ne pouvait pas suivre. C'était impossible de devenir des Saintes Vierges, de devenir la femme parfaite. C'est impossible. Pourquoi les femmes sont obligées d'être parfaites? Alors, j'ai écrit les faits. Aujourd'hui, si je devais recommencer les faits, d'abord, on ne recommence pas. Je trouve que le texte est fondamental et que la statue, le personnage qui s'appelle la statue, ne s'appelle pas la Sainte Vierge, c'est une statue. C'est-à-dire, c'est un modèle. N'importe quel serait aujourd'hui le modèle? Hier, j'ai répondu, j'ai cédé mes droits à une production en Suisse, à Fribourg.
Et j'ai suggéré à la metteur en scène que la statue soit une grande, grande poupée Barbie. Je trouve que le symbole de notre époque, c'est la poupée Barbie. On demande la même perfection aux femmes. Les femmes passent leur temps, c'est devenu, bon, elles font ce qu'elles veulent, mais elles sont encore soumises à un modèle qu'on leur impose. Quand je regarde la femme du président Macron, je trouve qu'elle ressemble à la poupée Barbie. Mais l'avoir immense, immense, immense sur la scène, ce serait intéressant. C'était très émouvant d'aller chez elle. Elle a accepté de nous recevoir et elle voulait vraiment participer à cette exposition-là. On lui a parlé là, de l'expo, du catalogue et tout ça. Elle est très, très touchée qu'elle ait eu une place dans cette rétrospective-là. On va peut-être terminer là-dessus. Elle dit, on a trouvé ça intéressant, cet amour qu'elle a pour Victoriaville, puis la façon de dire, tu l'as dit toi aussi, Denis, beaucoup tantôt, que tout était possible. C'est une ville neuve, ça se construisait, tout est possible. Il y a eu donc cette explosion culturelle. On le voit, là, qu'il y a tellement d'effervescence, puis on a aujourd'hui des résultats très visibles. Là, on a notre centre culturel, on a une belle bibliothèque, on a des équipements à la mesure des rêves des créateurs ici. Il y a des bourses maintenant pour régionales, pour supporter les créateurs aussi. Est-ce que tout est parfait ou est-ce qu'on a encore des défis? Ça serait quoi les défis aujourd'hui qu'il faudrait relever pour avoir une belle rétrospective dans 100 ans plus tard? Est-ce qu'on a encore des choses à défricher, sans faire de la nostalgie, si on regarde en avant, là, c'est quoi les défis qui nous attendent, selon vous? C'est une grosse question, là. S'il y en a qui ont des idées. Peut-être un petit point là-dessus. Ce que je trouve qui manque à Victoriaville, puis depuis longtemps, c'est un orchestre symphonique. Ah. Il y a beaucoup, tu as voyagé en Europe pas mal, il y a beaucoup de petites villes où il y a des orchestres symphoniques et automatiquement, tout le milieu culturel s'en trouve nourri d'un orchestre symphonique. Mais il y en a une. C'est une harmonie qu'il y a, mais c'est pas. Il y a un orchestre symphonique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais, les petits violons, là, c'est des petites formations. C'est bien. Okay. C'est très bien début, que ça maintient ça en vie, mais ça m'étonne toujours. Quand je voyage un peu partout, j'arrive dans des villes plus petites que Victoriaville et où il y a une... c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de musique classique, mais c'est peut-être un manque. Est-ce qu'il y avait d'autres opinions sur qu'est-ce qu'on pourrait... développer? Ben oui, en fait, il y a beaucoup de choses, parce qu'on a beau dire qu'il y avait de l'effervescence dans les années 80-90, mais il y a encore beaucoup d'effervescence maintenant, c'est juste qu'elle se déplace, c'est pas la même chose. Mais il demeure qu'il y a encore des choses qui manquent à Victoriaville, c'est l'enseignement des arts. Les jeunes, au niveau collégial, ils doivent absolument partir pour aller étudier à Drummondville, à Sainte-Foy ou à Trois-Rivières, ou peu importe, ils reviennent pas après. Alors, tu sais, si on a perdu des artistes comme Manon Depaul, Lisette Lemieux, Yann Giguère, Annie Baillargeon, qui sont des tops aujourd'hui au Québec, qui sont, là je parle juste des arts visuels, mais je parle pas du théâtre et tout ça, ben c'est parce qu'on n'était pas capable de les retenir. Et c'est pas le problème juste de Victoriaville, mais c'est le problème de beaucoup de petites villes. Mais nous, contrairement à Drummondville, qui s'est organisé depuis quelques années pour avoir de l'enseignement, non seulement en arts visuels, mais ils vont avoir un pavillon pour enseigner les arts visuels à Drummondville. Puis en plus, il y a la musique et puis l'enregistrement sonore. Ici, on est resté... Et la danse aussi. Et la danse. Alors, on est resté à un niveau où on perd les jeunes talentueux, puis... mon chum, il a étudié en musique au conservatoire à Trois-Rivières. Moi, j'ai pas vraiment étudié, mais j'ai quand même beaucoup voyagé et beaucoup vu ce qui se passait ailleurs. Puis ça, c'est, je veux dire, l'enseignement des arts, c'est extrêmement important. Puis il y a peut-être aussi de réinsuffler le petit côté entrepreneurial, tu sais, parce que un beau centre culturel tout neuf, c'est génial, mais ça représente l'institution. Et la culture officielle. Il faut jamais oublier que nous, on est des enfants de la contre-culture.
et que pour qu'une société soit en santé, ça prend de la culture puis ça prend de la contre-culture. Fait que ça prend, il faut se faire aussi brasser, tu sais. Il y a bien des jeunes qui me disent, ouais, ben là, il y avait le vieux Saint-Pierre avant, c'était le fun. Ben, tabarnouche, faites-en un bar avec des shows. Attendez pas après les autres pour le faire, parce que les gens qui ont parti ces trucs-là, ils ont parti d'eux-mêmes, puis ils vendaient de la bière, puis ils vendaient des tickets. Puis c'est comme ça. Je vais passer la parole à Denis. Est-ce que ce serait moins facile aujourd'hui, aux deux Denis, là, c'est ça? C'est-tu pour ça qu'on a peut-être moins d'initiatives comme ça, plus petites? Oui, je vous peux conter une anecdote. Nous, comme je disais, quand on a parti la troupe, toutes les institutions nous aidaient. Quinzaine d'années plus tard, des jeunes étudiants de cégep sont venus nous rencontrer pour dire on aimerait faire ce que vous avez fait, peux-tu nous aider? J'ai dit, vous êtes étudiant du cégep. Nous, le cégep nous a beaucoup aidés, service aux étudiants, en nous prêtant le matériel, etc. J'ai dit, allez voir service aux étudiants, puis ça devrait marcher. Vous êtes étudiant, l'auditorium est libre, go, allez-y. Nous nous prêtaient les locaux, ça. Mais eux, quand ils sont arrivés, la première chose qu'on leur a demandé, c'était un dépôt de 5 000 $. Ça fait que t'es fini le projet, le projet était tué dans l'œuf. Fait que c'est sûr que c'était plus facile à l'époque, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait, le mouvement coopératif, le regroupement, pourrait donner lieu à des initiatives. Puis il y a aussi, ce que on n'a pas parlé beaucoup, mais à l'époque, était vraiment une pierre angulaire de tout ce développement-là. C'était il y avait le journal L'Union. Puis dans le journal L'Union, il y avait un cahier culturel. Fait qu'à tous les semaines, il y avait un cahier culturel avec 3, 4, 5 pages parfois qui parlait de tout ce qui se passait au niveau culturel à Victoriaville. On avait l'agenda, dans la région. Ce qui fait que ça nous obligeait à l'entretenir, ce journal, à créer, à développer une complicité. Et ça, mais ça faisait un organe de promotion qu'on n'a plus aujourd'hui. Il y a des médias sociaux, mais ça a vraiment été... ça a eu un impact majeur sur ces années-là. Quand on l'a perdu, ce cahier-là, mais ça a été... je me souviens, au début, ils disaient « Ah, l'espace est lu, la culture, c'est pas lu », mais on s'est vite rendu compte que le cahier culturel était même plus lu que le cahier sportif. Puis je me tourne vers Denis. Est-ce qu'il y a encore, par rapport au phénomène des groupes dans les bars et tout ça, est-ce que toi, tu fais encore de la tournée là, avec les frères Charles? Oui. Est-ce que ça, on sait que ça a diminué, mais je veux dire, est-ce qu'on explique ça par le fait que le public est moins friand d'aller rencontrer ces groupes dans des salles moins équipées? Ou c'est que le divertissement est rendu pas mal plus sur un cellulaire aujourd'hui, puis devant ton écran chez vous, fait que le monde sont portés à rester chez eux ou bien avoir de quoi de plus local, mais ça prendrait... il y a moins de bars, tout ferme, tout coûte cher, comme il disait, ça pour beaucoup de budget alentour de ça, c'est toujours une question de pièces à un moment donné. Si les frères à cheval, on joue parce qu'on a des tournées, on fait des festivals, oui, c'est correct, mais pour toutes les autres, comme moi, je vois dans les bars souvent, ça, c'est rendu difficile à rester, à s'entretenir, toujours avoir de l'ouvrage à toutes les semaines. Mais on réussit quand même à trouver des choses, mais même l'enregistrement, j'ai fait beaucoup de studios dans la vie, moi, puis ça, il n'y a plus personne qui veut... qui a besoin d'avoir un véhicule pour se vendre, parce qu'à nous, le monde n'achèteront pas ce petit produit. Fait que tu te ramasses qu'il n'y a plus de studio. Pourquoi? Il y a juste les grosses choses qui demeurent encore actives parce qu'ils ont besoin d'avoir un produit. OK. Mais toutes les autres, c'est dur à... Mais la musique, c'est beaucoup, les spectacles, ça s'est beaucoup déplacé vers des événements, vers des festivals. On va plus voir ça là. Oui, mais bien souvent, l'événement est gratuit. Oui. C'est ça qui est l'affaire. C'est pas la même chose. Non, donc, on en voit moins dans les bars, comme on voyait à l'époque. Oui, les salles à spectacle aussi. Aller voir un groupe. À l'époque, il n'y a pas juste des bars de chansonniers à aller voir. Là, ça, c'est une autre chose. C'est du divertissement de fin de soirée, de sortie, mais... Mais tu as nommé le numérique et tout ça, pensez-vous, en tout cas, on semble expliquer ça, le déclin un peu du cinéma, par le fait qu'il y a les nouvelles plateformes qui diffusent les films. Est-ce que vous pensez que c'est un des défis d'attirer le public vers la pratique artistique ou vers même comme spectateur dans les événements artistiques?
Est-ce que vous le sentez qu'il y a une espèce... faut se battre contre plus de Je pense que compétiteurs? la diffusion à Victoriaville, ça a explosé avec l'arrivée du Carré 150, avec la galerie de Dominique. Il y a plusieurs places où on présente la culture, tout ça. Moi, je crois qu'il y a une carence au niveau de la création. Okay. On n'a pas de lieu de création. Le Carré 150, c'est un fabuleux espace de diffusion de l'art, mais on n'a pas de place. Une troupe de théâtre ne va pas aller créer un spectacle, faire les répétitions, des choses comme ça, parce que un édifice comme ça, avec une structure comme ça, doit diffuser puis rentrer de l'argent. Donc, on n'a pas ça ici. J'ai eu la chance de travailler sur un projet à Sherbrooke, le Centre des arts de la Seine, qui est un centre de création, puis à tous les niveaux, au niveau de vidéo, au niveau du théâtre, au niveau de la musique, et c'est extraordinaire. Les artistes restent en région quand on a la possibilité de créer chez vous. Parce que le théâtre parmi nous, c'est un centre de création, mais uniquement pour cette troupe-là qui... D'ailleurs, Hélène Desperriers devait être ici, mais est en tournée, là, pour en parler. C'est intéressant. Il y a beaucoup de création qui se fait là, mais très peu diffusée, dans la région ici, mais beaucoup diffusé à l'extérieur. Ben, c'est privé. Oui, c'est ça. C'est une compagnie qui a... Mais c'est pas un centre comme je sais à Sherbrooke, c'est plusieurs compagnies, puis c'est des résidences que tu peux faire. Oui, je pense que le Carré s'ouvrait quand même, le Carré 150 ouvrait un peu des espaces de résidence. Oui, il y a des résidences, mais dans le cas des arts visuels, c'est des résidences d'une semaine, 10 jours. Dans le cas des compagnies de danse, c'est peut-être 2 semaines. C'est pas fait pour être, comme Patrice dit, un lieu de résidence. Moi, il y a une chose à ce niveau-là que je trouve importante, c'est que je discutais avec des gens, par exemple, en France. Vous savez que la ville de Victoriaville est jumelée avec la ville de Colomiers. Qui est près de Toulouse. La scène des arts à Toulouse, c'est complètement flyé. On pourrait profiter de ça. Colomiers vient de créer des résidences d'artistes. Ils veulent faire des résidences croisées. Alors nous, il faut aller se bagarrer pour que des choses comparables s'installent ici. Et qu'on puisse accueillir des artistes d'Europe, mais que des artistes d'ici puissent aller ailleurs. C'est comme ça qu'on avance. Mais, tu sais, ça prend beaucoup de volonté politique, puis ça prend un peu d'esprit entrepreneurial de notre part, parce qu'on est obligé de toujours partir des projets. À tous les projets, ça prend du monde pour les monter, les faire, tu sais. Alors, c'est... Mais c'est étonnant aussi le nombre de créateurs de la région ici qui travaillent à l'extérieur. Absolument. C'est ça. Moi, je faisais un comparatif. J'ai rencontré les gens de la municipalité de Sherbrooke et je disais, le centre de production, c'est l'usine à spectacle. Mais nous autres, on avait le problème inverse. Il n'y avait pas de salle. Donc, on a une usine, mais on n'a pas de salle de montre. Ici, on a la salle de montre, mais on n'a pas de lieu où on peut. Il faudrait s'annexer à Sherbrooke. Non, c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut prendre d'autres villes, comme disait Dominique, là, ça peut être des villes en Europe et tout ça, mais il faut prendre des références ailleurs. D'ailleurs, quand le Carré 150, le projet est arrivé, tout le monde a été voir ailleurs ce qui se faisait. On se nourrit de l'expérience des autres. Ça fait des décennies qu'on parle de quels sont la ville de Victoriaville demande nos études, quels sont vos besoins en vue de faire un centre de production. Mais je pense que quand à un moment donné, on a fait des choix, quand le centre de production du Parmi-nous est arrivé, ça a comme fait une étape. Après ça, le centre le Carré 150. Mais je pense qu'il faudrait que l'ensemble des autres groupes recommencent à travailler à ce que... Je vais juste faire une confidence, c'est que le projet du Carré 150, il n'y avait pas d'art visuel au début. Non. Alors, moi, je suis allée sur le CA pour défendre l'idée que si on bâtit un édifice de cette ampleur-là, il faut qu'il y ait un lieu pour les arts visuels. Je veux dire, ça a toujours été... Victo, c'est le spectacle puis le hockey, là, tu sais. Bien, là-dessus, je pense qu'on va vous laisser, on va clore, puis si vous voulez continuer de discuter un peu, je pense qu'on a la salle encore pour quelques minutes, fait que on est vraiment très heureux. Bien, je veux vous remercier tous les invités de la table ronde. Vous avez été merveilleux, on a revécu des belles époques. Moi, j'aimerais remercier Maureen pour l'animation. Tu as vraiment la façon de nous amener, de nous faire réfléchir. Puis, oui, vraiment une belle animation. Vous étiez très préparés, ça allait très bien.
Puis merci au public qui était là. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir. Alors, on fait quoi les jours de pluie en solo? Alors, tu fais quoi pour l'instant, ici et maintenant? Pour l'instant, ici et maintenant. Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant. Victoriaville et sa région, en marche vers les Jeux du Québec 2026. Victoriaville et sa région, en marche pour les Jeux les plus verts de l'histoire. Victoriaville et sa région, en marche pour la santé. En marche pour la jeunesse. Victoriaville et sa région, en marche vers l'excellence. Alors, mon nom, c'est Éric Lecomte. Je suis commerçant au centre-ville de Victoriaville depuis 1991. Définitivement que le sport, c'est un équilibre pour moi. Ça m'amène à avoir une discipline d'entraînement, puis ça m'amène un équilibre dans ma vie. Victoriaville, on a une belle ville. On a les bonnes infrastructures pour recevoir les Jeux du Québec. On a des gens dévoués qui vont être disponibles pour faire du bénévolat, j'en suis certain. Donc, on est la ville parfaite pour les Jeux du Québec. Je suis Philippe Dano des Kings de Los Angeles. Les gens sont passionnés, puis ils tiennent ça à cœur aussi, puis c'est le fun, ça nous permet de nous développer nous-mêmes, puis j'ai eu la chance de jouer pour les titres de Victo, puis j'ai vu que les fans étaient solides, puis j'ai eu beaucoup de fun d'ailleurs, puis j'ai pu me développer énormément, donc une ville passionnée. Je m'appelle Zachary Martel, puis je viens de Victoriaville. Moi, je pratique le basketball en fauteuil roulant depuis environ 7 ans. En gagner la médaille de bronze, c'était mes premiers jeux, fait que c'est comme... C'était une belle expérience. C'est sûr que c'est le fun de représenter notre région, surtout ici à Victo, parce que, mais le basket en fauteuil roulant, tu vois pas ça tous les jours. C'était impressionnant de voir comment il y avait de monde. Nathalie Gingras, enseignante de français au secondaire ici au Boisé. Donc, je suis native de Victoriaville. Là, j'ai fait 4 jeux du Québec. On était très fiers. J'ai des beaux souvenirs aussi parce que les gens que j'ai côtoyés, on les revoit quelques années plus tard, puis on a tellement vécu beaucoup de choses que c'est toujours... C'est des beaux moments d'échange aussi entre les athlètes. Je me souviens qu'on s'échangeait nos chandails, des écussons. C'est des souvenirs, moi, ils sont gravés dans ma mémoire. Puis quand on revoit quelqu'un, ah oui, on a participé ensemble aux Jeux du Québec, ça fait des beaux souvenirs. Vraiment un dépassement aussi de soi. Là. Peu importe là, le succès ou les difficultés, ça a été beaucoup d'émotions, puis vraiment un dépassement de soi pour eux.
Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir ce type d'événement, tant dans le développement de l'enfant que l'impact sur toute la famille, et même d'une ouverture sur un nouveau monde. C'est vraiment une grande fête pour les participants. Victoriaville et sa région, en marche vers les Jeux du Québec 2026. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisé deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée, afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Opdata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec.